Enlevez ce sweat à capuche répugnant de ce siège. La femme aboya ces mots assez forts pour trancher l'air feutré de la cabine. Et, réveillez-vous. On ne dort pas comme ça en première classe, ma chérie. La femme claqua de la langue. Ce n'est pas un refuge ici, et vous n'êtes pas sur un vol de charité. L'insulte frappa la cabine avant même que l'avion n'ait fini de rouler sur la piste de l'aéroport en Provence. Quelques passagers tressaillirent. Quelqu'un toussa. Un autre se recula, feignant de ne rien entendre. Une hôtesse de l'air ralentit le pas, ses yeux naviguant entre la femme et la jeune fille endormie. Au siège 1A, la jeune fille ne réagit pas. Elle dormait. Élodie Rochefort, 17 ans, une peau d'ébène chaleureuse, une silhouette fine, voyageant seule après un concours académique national à Paris, élevée par une mère célibataire qui travaillait double service dans une boulangerie et enseignait la discipline plutôt que le drame. Calme, observatrice, autonome, portant un sweat gris usé, des écouteurs reposant lâchement autour de son cou. Son immobilité est pratiquée, non fragile. La femme expira brusquement, irritée. Oh, bien sûr, ricana-t-elle. Déjà inconsciente. Ça doit être épuisant de prétendre appartenir à des salons que l'on n'a pas mérités. Elle orienta son corps vers l'allée pour que plus de gens puissent entendre. Vous savez ce que c'est? Continua-t-elle, la voix dégoulinante de sarcasme. C'est ce qui arrive quand les standards disparaissent. Ils distribuent des sièges de première classe comme des médailles de participation et s'attendent à ce que le reste d'entre nous applaudisse. Un rire nerveux s'échappa quelque part près du hublot. Un téléphone se souleva juste légèrement. Élodie bougea faiblement dans son sommeil, les sourcils se fronçant, mais elle ne se réveilla pas. La femme roula des yeux théâtralement. Regardez-la. Capuche relevée, chaussures étalées comme si elle attendait que quelqu'un lui dise qu'elle a le droit d'être ici. Elle se pencha plus près, baissant sa voix en quelque chose de plus tranchant. J'ai payé plus pour ce siège que ne vaut tout son héritage, et maintenant je suis censé partager l'espace avec ça. Elle tendit la main vers son verre de vin rouge, un grand cru posé sur la tablette. De l'autre côté de l'allée, un homme murmura « Madame, laissez-la peut-être tranquille ». La femme se retourna contre lui instantanément. « Oh, ne commencez pas », cingla-t-elle. « J'en ai assez que tout le monde prétende que c'est normal. » La première classe signifiait autrefois l'élite, pas une expérience sociale. Ses lèvres s'étirèrent en un mince sourire. Ils adorent appeler ça le progrès. J'appelle ça abaisser la barre. Madame Catherine de Villiers, 52 ans, blanche, teint pâle, parfaitement coiffée malgré une tension visible. Une ancienne milliardaire dont l'empire corporatif s'effondre sous des enquêtes fédérales pour fraude. Habituée à la déférence, terrifiée par l'insignifiance. La cruauté est sa dernière monnaie restante. Catherine souleva légèrement le verre de vin, le soupestant, regardant autour d'elle comme pour défier quelqu'un de l'arrêter. Une hôtesse de l'air s'avança enfin. « Madame, s'il vous plaît. » Catherine fit un mouvement sec du poignet. Le vin rouge éclaboussa le visage d'Élodie. Des halètements déchirèrent la cabine. Quelqu'un rit, puis se figea. Élodie se réveilla en sursaut, le souffle court alors que le liquide froid et cramoisi imbibait son sweat gris, goûtait de ses cils, coulait sur sa joue telle une blessure. Pendant un instant, personne ne bougea. Catherine se recula, satisfaite. « Voilà, dit-elle légèrement. Problème résolu. Vous êtes réveillé maintenant. Vous voyez comme c'était facile ?» Élodie leva lentement une main et essuya le vin de son visage. Ses doigts étaient stables, sa respiration régulière. Elle regarda Catherine, pas en colère, pas effrayée, juste consciente. Catherine le sentit, ce regard, et son sourire vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Ne me regardez pas comme ça, aboya Catherine. Vous devriez me remercier. J'aurais pu demander à la sécurité de vous faire sortir. C'est la première classe, pas une garderie. » Élodie ne dit rien. Ce silence pressa plus fort qu'aucune réplique n'aurait pu le faire. Les hôtesses de l'air restaient rigides, déchirées entre le protocole et le préjugé. Autour d'elles, les passagers trouvaient soudain leur téléphone fascinant, leurs genoux urgents. Élodie baissa la main, souleva ses écouteurs et les plaça soigneusement sur ses genoux. Elle lissa la carte d'embarquement glissée à côté de son accoudoir. Le nom Élodie Rochefort fut visible un bref instant.
Catherine ne le remarqua pas. Elle était trop occupée à réclamer son sentiment de supériorité. Honnêtement, murmura Catherine bruyamment. Il n'arrête pas de nous dire que le futur, c'est la diversité. Si c'est ça, nous sommes déjà en danger. Élodie ferma les yeux pour une seule respiration, non en signe de reddition, mais de retenue. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5h05. Le verset s'installa dans sa poitrine comme une armure. De l'autre côté du hublot, les lumières de la piste s'étiraient en ligne se dissolvant dans le mouvement. L'avion ralentit, mais le moment ne passa pas. Catherine croisa les bras, convaincue d'avoir gagné. Convaincue que la jeune fille rétrécirait dans l'invisibilité. Elle ne savait pas que la cabine était déjà devenue une pièce à conviction. Elle ne savait pas que le silence n'était pas de la faiblesse. Elle ne savait pas que le premier dossier de sa chute venait d'être scellé. Élodie rouvrit les yeux et regarda devant elle, le vin assombrissant toujours sa manche. Une marque qui signifierait bientôt bien plus que l'humiliation. Si vous avez déjà été jugé avant d'être connu, si vous avez déjà été humilié par quelqu'un qui pensait que le pouvoir était hérité, alors ce qui se passe ensuite avec Élodie vous laissera stupéfait. N'oubliez pas de suivre l'histoire là où la force tranquille démantèle le sentiment de droit divin. Car lorsque les portes de l'avion s'ouvriront, la collision entre le privilège et la vérité est sur le point de devenir publique. Le signal des ceintures s'éteignit, doux et poli, comme si de rien n'était. Madame de Villiers se leva immédiatement, lissant son blazer, reprenant sa posture. Elle s'avança dans l'allée avec l'assurance de quelqu'un habitué à être obéi, bloquant le flux des passagers derrière elle. « Excusez-moi » dit-elle sèchement à l'hôtesse la plus proche. « Je veux que cela soit réglé maintenant. » L'hôtesse, jeune, efficace, visiblement secouée, offrit un sourire pratiqué. « Madame, s'il vous plaît, accordez-nous un moment pendant que nous... » Non. Le sourire de Catherine disparut. « J'ai été agressée par un manque de respect, et je ne serai pas ignorée dans ma propre cabine. » Elle fit un geste vers le siège 1 sans même regarder Élodie. « Cette fille a causé un trouble. Je veux qu'elle soit débarquée. » Des murmures se propagèrent. Quelques passagers se penchèrent en avant, avides. D'autres regardaient droit devant, déterminés à ne pas être vus en train de choisir un camp. Élodie resta assise, les mains jointes lâchement sur ses genoux. La manche de son sweat était encore sombre de vin, froide et collante contre sa peau. Elle ne parla pas. L'hôtesse jeta un coup d'œil à Élodie, puis revint à Catherine. « Madame, c'est une passagère munie d'un billet. » Catherine ricana. « Oh, épargnez-moi ça. Je vole en première classe depuis plus longtemps qu'elle n'est en vie. Je sais exactement qui a sa place ici. » Un second steward les rejoignit, plus âgé, prudent, les yeux entraînés à lire la hiérarchie. Il scanna la situation, puis se pencha plus près de Catherine, baissant la voix. « Madame de Villiers, si vous voulez bien regagner votre siège. » « Ne chuchotez pas avec moi, » claqua Catherine. « Réglez ça. » Sa voix portait. Les téléphones sortaient ouvertement maintenant. Un homme 2 rangs derrière marmonna, « C'est ridicule. » Catherine pivota. « Vous voulez du ridicule ?» dit-elle fort. « Regardez les standards mourir en temps réel, c'est ridicule. » Elle se tourna vers le personnel, chaque mot aiguisé. « Je ne me sens pas en sécurité de partager une cabine avec quelqu'un qui ne comprend clairement pas les frontières. Faites votre travail. » Le steward plus âgé hésita. Son regard glissa à nouveau vers Élodie, vers son calme, vers l'absence de protestation, vers cette immobilité qui ne correspondait pas à l'accusation. « Mademoiselle, » dit-il finalement, s'adressant à Élodie avec une neutralité forcée. « Pouvez-vous confirmer votre attribution de siège ?» Élodie leva sa carte d'embarquement, l'attendant sans commentaire. Le steward la prit, les yeux scannants. Siège 1A, entièrement payé, valide. Il la rendit. Merci. Catherine rit, un rire sec et sans humour. Vous voyez, c'est ça le problème. Le papier ne vaut pas la place. Les mots atterrirent comme une gifle. Une femme à proximité inhala auditivement. Quelqu'un d'autre secoua la tête à peine. Élodie croisa les yeux du steward pour la première fois. Sa voix était stable. Basse. Y a-t-il un problème, monsieur ? La question était simple.
Elle ne suppliait pas. Le steward déglutit. Non, mademoiselle. Catherine se hérissa au titre. Ne l'appelez pas comme ça. L'allée se resserra de tension. La voix du capitaine grésilla faiblement sur l'interphone. Une mise à jour routinière sur l'attribution de la porte, puis coupée au milieu de la phrase, remplacée par le silence. Un petit détail facile à manquer. Catherine ne le manqua pas. Elle fronça les sourcils, ennuyée. Eh bien, exigea-t-elle. Allez-vous laisser cela se transformer en cirque ou allez-vous restaurer l'ordre? Le steward plus âgé se redressa. Madame de Villiers, je vais avoir besoin que vous retourniez à votre siège. Ses yeux s'écarquillèrent. Excusez-moi. Nous aborderons les préoccupations une fois l'avion garé. Catherine le fixa, incrédule. Puis elle rit à nouveau, plus fort. Vous n'avez aucune idée de à qui vous parlez. Elle se pencha, la voix tombant dans un murmure venimeux destiné à être entendu par tous. J'ai bâti des entreprises qui maintiennent des avions comme celui-ci dans les airs. Les gens perdent leur emploi quand je suis contrarié. Un temps. Le steward ne bougea pas. Quelque chose avait changé subtilement, imperceptiblement, mais c'était là. Derrière eux, un carillon retentit. Une notification pingua sur une tablette de l'équipage à l'office. La chef de cabine regarda vers le bas, les sourcils se fronçant, puis leva les yeux brusquement vers la cabine. Catherine remarqua le regard. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Rien, madame, dit la chef de cabine trop vite. Veuillez rester assise. » L'irritation de Catherine cailla en suspicion. Elle se tourna, scannant la cabine, les yeux se plissant alors qu'elle atterrissait à nouveau sur Élodie. « Vous, dit-elle en pointant du doigt. Qu'avez-vous fait ?» Élodie cligna des yeux une fois. Rien. La vérité de cela dérangea Catherine plus que tout déni. La chef de cabine s'approcha d'Élodie, baissant la voix. « Mademoiselle Rochefort, êtes-vous à l'aise là où vous êtes ?» Élodie hocha la tête. « Oui. » La chef de cabine soutint son regard un instant de plus que nécessaire, puis hocha la tête en retour. « Merci. » Catherine sentit l'air basculer contre elle. « Incroyable, marmonna-t-elle. Absolument incroyable. » Elle retomba dans son siège avec un mouvement brusque, croisant les bras assez fort pour froisser le tissu de grand couturier autour d'elle. Le remue-ménage lent et gêné de la cabine reprit. Sac soulevé, corps se tournant. Mais l'énergie avait changé. Les conversations étaient feutrées. Les yeux suivaient Catherine maintenant, pas Élodie. Élodie regardait par le hublot. Au-delà du verre, les équipes au sol bougeaient avec une précision mécanique. Gilets orange, ligne blanche, système au sein de système, ordre appliqué sans cri. L'avion fit une embardée douce alors qu'il s'installait à la porte. Un dernier carillon retentit. Puis la voix du capitaine revint. Calme, mesurée, différente. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Une pause. Nous attendons une autorisation. La mâchoire de Catherine se serra. Élodie inspira lentement et régulièrement, les mains toujours jointes. Le vin sur sa manche avait commencé à sécher, laissant un contour sombre et collant, une marque de ce qui avait été fait et de ce qui avait été enregistré. Quelque part au-delà de la porte du cockpit, les protocoles s'alignaient. Les noms étaient vérifiés. Un moment était pesé. Madame Catherine de Villiers regardait droit devant, certaine que ce désagrément passerait comme tous les autres l'avaient fait. Elle ne comprenait pas encore que la collision qu'elle avait déclenchée n'était pas entre deux passagers. C'était entre le privilège et le processus ne clignait jamais des yeux. Les portes ne s'ouvrirent pas. Ce fut la première chose que tout le monde remarqua. Des minutes passèrent après l'amarrage de l'appareil. Pourtant, la ruée familière, le clic des compartiments à bagages, le mélange d'urgence ne vint jamais. La cabine restait suspendue, les voyants de ceinture toujours allumés, l'air lourd d'affaires inachevées. Catherine le remarqua immédiatement. Elle vérifia sa montre de luxe. Puis encore. C'est absurde, marmonna-t-elle assez fort pour être entendue. J'ai des réunions, des importantes. Ce retard coûte de l'argent réel aux gens. Personne ne répondit. Élodie Rochefort restait assise au siège 1A, posture inchangée. Ses mains étaient pliées soigneusement, son regard vers l'avant.
La tache humide et vineuse sur la manche de son sweat avait séché en une marque inégale, un rappel silencieux de ce qui s'était passé et de combien elle avait peu réagi. Catherine le remarqua aussi, et quelque chose en elle craqua. Elle se pencha à nouveau dans l'allée, la voix aiguë et portante. « Allons-nous tous rester assis ici à faire semblant que cela n'est pas arrivé ?» Quelques têtes se tournèrent à contre-cœur. « Je veux dire elle, » dit Catherine, pointant directement Élodie maintenant. Elle a causé tout ce gâchis. Si elle avait connu sa place, rien de tout cela ne serait arrivé. Un murmure ondula. Malaise, inquiétude, intérêt. Élodie ne la regarda pas. Catherine ricana. C'est le problème avec cette génération. Aucun respect, aucune conscience. Ils pensent que le silence les rend nobles. Elle rit amèrement. Ce n'est pas le cas. Cela vous rend suspect. Un homme près du hublot bougea inconfortablement. Madame, peut-être devriez-vous simplement arrêter. Catherine se tourna vers lui. Arrêter quoi? De dire la vérité? Oh, je suis désolé. Faisons-nous semblant que les standards ne s'effondrent pas? Sa voix devint plus forte, plus tranchante. Chaque mot conçu pour blesser. Regardez-la, continua-t-elle. 17 ans peut-être, voyageant seule, première classe, capuche sur la tête comme si elle défiait quelqu'un de la questionner. Ce n'est pas mérité. C'est distribué. Un raccourci. La mâchoire d'Élodie se serra presque imperceptiblement. Pourtant, elle ne dit rien. Le silence enhardit Catherine. Les gens comme elle, dit Catherine en agitant une main dédaigneuse, jouent toujours les victimes. Ils provoquent puis se cachent derrière les règles. C'est de la manipulation. Une caméra de téléphone était entièrement levée maintenant. Une autre la rejoignit. Quelqu'un chuchota, ça devient laid. Catherine entendit et sourit. Bien, dit-elle. Laissez-les filmer. Laissez tout le monde voir ce qui arrive quand vous mettez les mauvaises personnes dans les mauvais espaces. Elle se pencha plus près de la rangée d'Élodie, baissant la voix juste assez pour se sentir intime, empoisonnée. Vous devriez être reconnaissante que je n'ai utilisé que du vin. Dans le monde réel, le manque de respect est traité beaucoup plus vite. Les mots restèrent suspendus là. Une hôtesse s'avança, enfin ferme. Madame de Villiers, je vais avoir besoin que vous retourniez à votre siège. Catherine se redressa, les yeux étincelants. Ou quoi? L'hôtesse ne répondit pas. Ce silence, calme, procédural, l'énerva plus que toute menace. Élodie tourna enfin légèrement la tête, juste assez pour croiser le regard de Catherine, leurs yeux verrouillés. Pendant un moment, la cabine sembla retenir son souffle. La voix d'Élodie, quand elle vint, fut douce, contrôlée. « S'il vous plaît, arrêtez de me parler. » Ce n'était pas une supplique. C'était une frontière. Catherine la fixa, stupéfaite, puis rit bruyamment, théâtralement. « Oh, maintenant vous parlez. » Elle applaudit une fois, lent et moqueur. « Félicitations, vous avez trouvé votre voie. » Elle se recula à nouveau, croisant les bras. Mais ne confondez pas permission et pouvoir. L'humiliation était complète maintenant. Publique, délibérée, indéniable. Autour d'elle, les passagers évitaient les yeux d'Élodie, non par accord, mais par peur. Peur d'être le prochain. Peur de choisir le mauvais camp. Élodie baissa les yeux sur ses mains. Pour la première fois depuis l'embarquement, quelque chose vacilla derrière sa paume. Pas de la colère, pas de la honte, mais de la résolution. Elle plongea la main dans son sac lentement, délibérément, et sortit un papier plié. Elle le lissa une fois, puis le glissa à nouveau à l'intérieur. Personne ne remarqua sauf la chef de cabine, observant depuis l'office avec des yeux plissés. Une autre minute passa, puis une autre. La voix du capitaine revint, pas pressée, pas apologétique. « Mesdames et messieurs, dit-il d'un ton égal. Merci de votre patience. Nous allons rester assis pour une brève question de conformité. » Conformité? Le mot atterrit différemment cette fois. Catherine se raidit. Quelle question de conformité? Pas de réponse. Élodie ferma brièvement les yeux. Non pour s'échapper, pour se stabiliser. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence.
Exode 14h14. Le verset résonna dans ses pensées, ancrant son souffle. Les lumières de la cabine s'atténuèrent légèrement, pas assez pour être dramatique, juste assez pour sembler intentionnel. Un membre d'équipage passa doucement dans l'allée, tablette en main, s'arrêtant brièvement à côté du siège d'Élodie. Il jeta un coup d'œil à la tache de vin séché, puis à son visage. Il hocha la tête une fois, subtil, respectueux, et continua. Catherine le vit. Qu'est-ce que c'était que ça? Exigea-t-elle. Personne ne répondit. Pour la première fois, le doute s'insinua dans son expression. L'humiliation qu'elle avait délivrée si librement commençait à revenir lentement, invisiblement, comme un boomerang. Élodie rouvrit les yeux et regarda droit devant, son reflet faible dans le hublot à côté d'elle. Au-delà, les lumières du terminal de Paris brillaient. Ordonnées, contrôlées, gouvernées par des systèmes qui se moquaient de qui Madame Catherine de Villiers avait été autrefois. Derrière la porte du cockpit, les procédures étaient activées. Les noms étaient vérifiés. Les images étaient examinées. Et Catherine, elle parlait toujours, toujours forte, toujours convaincue que le bruit était le pouvoir. Elle ne savait pas que c'était le point le plus bas, le moment juste avant que la gravité ne réaffirme ses droits. Élodie le savait. Elle le sentait dans l'immobilité. Si vous avez déjà été humilié en public, si vous avez déjà été jugé par quelqu'un qui pensait que le silence signifiait faiblesse, alors ne détournez pas le regard maintenant. Car ce qui se passe ensuite n'implique pas de cri. Cela implique la vérité. La cabine était devenue silencieuse d'une manière qui semblait délibérée. Pas le chuchotement ordinaire des passagers attendant de se lever, mais une immobilité plus profonde, comme si tout le monde sentait qu'il n'était plus aux commandes de ce qui allait se passer. Les voyants de ceinture restaient allumés. Les coffres restaient fermés. L'allée, autrefois la scène de Catherine, était maintenant vide. Élodie Rochefort était assise droite au siège 1A, la colonne vertébrale droite, les mains reposant légèrement sur ses cuisses. Sa respiration était lente, mesurée. Chaque inspiration l'ancrait. Chaque expiration emportait le résidu de l'humiliation. Elle ne regarda plus Catherine. Ce choix de retirer son attention dérangea Catherine plus que la confrontation ne l'aurait jamais pu. Catherine bougea sur son siège, lissant à nouveau le tissu de son blazer. Puis encore, elle jeta un coup d'œil autour d'elle, cherchant les signaux familiers de déférence. Aucun ne vint. Les yeux qui se tournaient autrefois vers elle l'évitaient maintenant totalement. « Qu'est-ce qui prend si longtemps » marmonna-t-elle plus fort que nécessaire. Une hôtesse passa sans répondre. La mâchoire de Catherine se serra. Élodie inclina légèrement la tête vers le hublot. Le verre reflétait faiblement la cabine, les visages suspendus dans la tension, les lumières adoucies, le mouvement ralenti. Dehors, le terminal pulsait d'efficacité. Chariot roulant, porte clignotant, système bourdonnant, ordre sans émotion. Dans sa poitrine, Élodie sentit quelque chose s'installer, une clarté qui n'avait rien à voir avec la victoire. Elle se souvint de la voix de sa mère, stable après de longs services à la boulangerie, fatiguée mais non brisée. Tu ne dois pas une réaction à tout le monde, Élodie. Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est d'attendre. Élodie attendit. Une notification sonna doucement depuis l'office. La chef de cabine vérifia sa tablette, les yeux scannant puis se plissant. Elle leva les yeux et croisa le regard d'Élodie de l'autre côté de l'allée. Pendant un instant, le monde sembla se rétrécir à cet échange. La chef de cabine ne sourit pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle soutint simplement le regard d'Élodie, une question sans mots. Élodie répondit de la seule manière qu'elle connaissait. Elle s'assit plus droite et le soutint calmement. La chef de cabine se tourna et tapa sur sa tablette une fois. Catherine remarqua le mouvement immédiatement. « Qu'est-ce que vous regardez » exigea-t-elle. « Est-ce à propos de moi » Personne ne répondit. La porte du capitaine restait fermée. L'interphone silencieux. Le temps s'étirait. Les doigts d'Élodie effleurèrent à nouveau le bord de sa carte d'embarquement, pliée soigneusement à côté d'elle. Elle ne l'enleva pas. Elle n'en avait pas besoin. De l'autre côté de l'allée, l'assurance de Catherine commença à s'effilocher. « C'est ridicule, dit-elle encore, la voix plus mince maintenant. Vous ne pouvez pas juste retenir les gens comme ça. Savez-vous combien d'avocats je
Elle s'arrêta. Trop tard. Un homme de rang derrière leva un sourcil. Une femme chuchota quelque chose à son voisin. Catherine le sentit. Le changement subtil de l'audience à l'examen minutieux. Élodie restait immobile. Son silence n'était plus passif. Il était directionnel. Celui qui retient ses paroles a de la connaissance, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Proverbe 17h27. Le verset surgit dans son esprit sans être invité. Une confirmation tranquille. La chef de cabine revint, se tenant juste derrière la rangée d'Élodie maintenant. Elle baissa la voix, professionnelle et respectueuse. Mademoiselle Rochefort, merci de votre patience. Élodie leva les yeux. Bien sûr. La tête de Catherine claqua vers elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi lui parlez-vous comme ça? La chef de cabine ne reconnut pas Catherine. Elle ajusta légèrement son oreillette, écoutant, puis hocha la tête une fois. Mesdames et messieurs, dit la chef de cabine calmement, projetant juste assez pour porter. Merci de rester assis. Son regard glissa brièvement, pas vers Catherine, mais vers la caméra montée discrètement au-dessus de l'allée. Catherine suivit ses yeux. Pour la première fois, le malaise rampa entièrement dans son expression. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, plus calme maintenant. Aucune réponse ne vint. Élodie sentit le moment approcher, non comme le tonnerre, mais comme la pression s'égalisant. Elle ne ressentait pas d'excitation. Elle ne ressentait pas de peur. Elle se sentait prête. La chef de cabine se pencha légèrement plus près d'Élodie. Si à tout moment vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Élodie hocha la tête. Merci. L'échange était petit. Il était aussi décisif. Catherine se recula lentement, les mains agrippant ses accoudoirs. Son esprit s'emballait, cherchant des explications qui la maintenaient au centre du pouvoir. Retard, incompétence, réaction excessive. Aucune ne collait. Les lumières de la cabine s'atténuèrent une fraction de plus. Subtil, procédural. La voix du capitaine ne revenait toujours pas. Élodie ferma les yeux une brève seconde. Elle ne pria pas pour la vengeance. Elle pria pour la stabilité. Mieux vaut un homme patient qu'un guerrier, celui qui est maître de soi que celui qui prend des villes. Proverbe 16h32. Quand elle rouvrit les yeux, le reflet dans le hublot semblait différent, plus calme, plus clair. Catherine expira brusquement, essayant de reprendre le commandement. Je veux la surveiller, claqua-t-elle. Maintenant, la chef de cabine se tourna enfin vers elle, expression neutre. Nous sommes en contact avec les autorités appropriées, madame. Autorité. Le mot atterrit durement. La bouche de Catherine s'ouvrit, puis se ferma. Ses yeux glissèrent à nouveau vers Élodie, la suspicion maintenant bordée de quelque chose d'autre. La peur. Élodie ne croisa pas son regard. Elle regarda devant elle vers la porte invisible, vers tout ce qui viendrait ensuite. L'humiliation avait fait son œuvre. Elle avait testé sa retenue, dépouillé l'illusion, clarifié ce qui comptait. Ce n'était plus à propos d'un siège ou d'un verre de vin ou d'une femme qui ne pouvait supporter de perdre le contrôle. C'était à propos du processus, et le processus bougeait. Un ton doux retentit dans la cabine, pas une annonce, mais un signal. La chef de cabine se redressa. Le steward senior près du cockpit leva la tête. Élodie le sentit dans ses os, le passage de l'attente à l'action. Catherine le sentit aussi. Et cette fois, elle ne pouvait pas s'en sortir par la parole. Le silence s'épaissit, déterminé maintenant, comme un souffle retenu avant l'impact. Quelque part au-delà de la porte du cockpit, une décision avait été prise. Et quand la prochaine voix viendrait sur l'interphone, elle ne demanderait pas de patience. L'interphone cliqua une fois, pas de retour, pas de statique, un son délibéré, le genre qui dit à tout le monde d'arrêter de bouger. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. La voix du capitaine était calme, contrôlée, et indéniablement finale. Une ondulation de confusion parcourut la cabine, des mains s'arrêtèrent au milieu des fermetures éclairs. Quelques passagers regardèrent instinctivement vers les portes, toujours fermées, toujours verrouillées. Madame de Villiers sentit son pouls grimper. Et maintenant? Marmonna-t-elle.
C'est ridicule. Le capitaine continua. Nous nous conformons à une requête de l'État. Cet appareil restera scellé jusqu'à nouvel ordre. État? Le mot voyagea dans l'allée comme de l'air froid. Un murmure s'éleva, puis tomba aussi vite qu'il avait commencé. Des téléphones sortirent, puis glissèrent de nouveau dans les poches quand une hôtesse croisa un regard et secoua la tête une fois. Catherine rit. Fragile. L'État pourquoi? Un verre renversé? Personne ne lui répondit. La chef de cabine s'avança de l'office, posture droite, expression professionnelle. Derrière elle, deux silhouettes en uniforme apparurent à la porte avant, des agents de la gendarmerie des transports aériens, badge visible, mouvements efficaces et silencieux. La cabine comprit tout d'un coup. Ce n'était pas du théâtre. Élodie Rochefort restait assise au siège 1A, les épaules détendues, le regard vers l'avant. Elle avait senti le changement avant l'annonce, la façon dont une pièce change de température avant un orage. La chef de cabine s'arrêta à côté de la rangée d'Élodie, puis se tourna pour faire face à la cabine. Pour la transparence, dit-elle d'un ton égal, cet appareil est équipé d'un enregistrement de sécurité interne. Ses yeux se levèrent brièvement vers le petit dôme noir au-dessus de l'allée. Catherine suivit son regard. Son sourire disparut. L'incident qui s'est produit pendant le roulage, continua la chef de cabine, a été enregistré intégralement. Un temps. Et parce qu'il impliquait une personne protégée, il a été signalé automatiquement. Protégée? La bouche de Catherine s'ouvrit. Protégée? Qu'est-ce que cela signifie? La chef de cabine ne la regarda pas. Elle regarda Élodie. Mademoiselle Rochefort, dit-elle respectueusement. Merci de votre patience. Chaque tête se tourna. Élodie leva les yeux calmement. Bien sûr. Catherine fixa l'espace entre elles, la confusion caillant en incrédulité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi êtes-vous? La chef de cabine leva une main, pas brusquement, pas grossièrement, et Catherine tomba dans le silence. Un gendarme s'avança, la voix basse, mais portante. Madame de Villiers, voudriez-vous s'il vous plaît rester assise? Catherine se hérissa. Je n'ai rien fait. Le regard du gendarme ne vacilla pas. Nous en discuterons sous peu. Élodie sentit la tension de la cabine se poser sur elle, lourde, curieuse, soudain respectueuse. Elle ne s'en détourna pas. Elle ne joua pas pour elle. Elle s'assit simplement. La voix du capitaine revint. Mademoiselle Rochefort est inscrite sous un registre de conformité nationale associé à une enquête financière en cours. Un silence tomba. Sa présence sur cet appareil, continua-t-il, n'est pas fortuite. Le souffle de Catherine se bloqua. Ce n'est pas possible. La chef de cabine hocha la tête une fois comme pour confirmer quelque chose de connu depuis longtemps. Mademoiselle Rochefort est une bénéficiaire nommée et un témoin protégé dans une affaire de recouvrement d'actifs multi-agences. Les mots atterrirent par couches, chacune plus lourde que la dernière. Bénéficiaire. Protégé. Témoin. Le visage de Catherine se vida de sa couleur. C'est une erreur, dit-elle rapidement. Il doit y avoir une. Madame de Villiers, dit le gendarme en s'approchant. Votre nom apparaît à plusieurs reprises dans cette affaire. Un son s'échappa de Catherine, mi-rire, mi-halètement. C'est absurde, claqua-t-elle. Je ne. Vos anciennes sociétés holding, continua le gendarme calmement. Vos parts dans la compagnie aérienne et plusieurs comptes offshore actuellement sous examen. La cabine était silencieuse maintenant. Pas de chuchotement, pas de téléphone. Élodie sentit un calme étrange s'installer sur elle. Pas de triomphe, pas de soulagement, juste de la clarté. La chef de cabine se tourna légèrement, s'adressant à Élodie à nouveau. L'incident vous impliquant a été classé comme intimidation de témoin. Catherine bondit sur ses pieds. Je n'ai intimidé personne. Le second gendarme bougea instantanément, bloquant son chemin avec une aisance pratiquée. Madame, asseyez-vous. Elle le fit. Durement. Élodie ferma les yeux un instant. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8h17. Le verset la stabilisa comme une main dans son dos.
Quand elle rouvrit les yeux, Catherine la fixait, non avec mépris maintenant, mais avec une peur nue. « Vous » chuchota Catherine. « Qui êtes-vous » Élodie croisa son regard enfin. « Je suis exactement qui ma carte d'embarquement dit que je suis, dit-elle doucement. Rien de plus, rien de moins. » Le gendarme se tourna vers Catherine. « Madame de Villiers, vous êtes placée en détention, en attendant une enquête plus approfondie. » Des halètements ondulaires, rapides et vifs. La voix de Catherine monta, frénétique. « Vous ne pouvez pas faire ça dans un avion. Savez-vous qui je suis ? » « Oui, » répondit le gendarme. « Nous le savons. » Ils l'escortèrent dans l'allée. Alors qu'elle passait devant le siège d'Élodie, Catherine ralentit, les yeux sauvages. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle. « Vous pensez que cela vous rend importante ? » Élodie ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Catherine fut conduite vers l'avant, hors de vue, hors de son, ses talons claquant une fois, 2 fois, puis s'arrêtant. La cabine expira collectivement. La chef de cabine se tourna vers les passagers. « Merci de votre coopération. Nous allons débarquer sous peu. » Elle fit une pause, puis ajouta, « Mademoiselle Rochefort, si vous souhaitez rester assise jusqu'à ce que l'allée se libère, vous êtes la bienvenue pour le faire. » Élodie hocha la tête. « Merci. » Alors que les gens défilaient devant elle, leur regard était différent maintenant. Pas curieux, pas jugeant, réfléchi, certains honteux, certains tranquillement admiratifs. Élodie resta assise jusqu'à ce que l'allée se vide. Seulement alors, elle se leva, soulevant son sac, bougeant avec la même grâce sans hâte qu'elle avait eue depuis l'embarquement. De l'autre côté du hublot, la passerelle se connecta avec un bruit sourd. Un chemin s'était ouvert. La passerelle se verrouilla en place avec un bruit sourd étouffé. Ce n'était pas fort. Cela ne résonnait pas, mais le son portait du poids, le genre qui s'installe dans les os. 2 gendarmes se tenaient à l'avant de la cabine maintenant, leur posture ni agressive ni apologétique. Entre eux attendait un 3e homme, la quarantaine, costume sombre, tablette tenue lâchement à ses côtés. Il ne scanna pas la cabine. Il ne posa pas de questions. Il connaissait déjà les réponses. « Madame de Villiers » dit l'un des gendarmes d'un ton égal. « Veuillez avancer. » Catherine de Villiers se leva lentement, lissant les revers de son blazer comme si la mémoire musculaire seule pouvait encore restaurer l'autorité. Son menton se leva, ses épaules se carrèrent. Elle avait survécu à des OPA hostiles, des auditions parlementaires, des embuscades en salle de conseil. Elle se dit que ce n'était pas différent. Ils l'escortèrent dans la passerelle. La cabine regarda dans un silence absolu. Élodie Rochefort restait assise au siège 1A, les mains reposant calmement sur ses cuisses. Elle ne ressentait aucun frisson, aucune ruée alimentée par la justice. Ce qu'elle ressentait était de l'alignement, comme quelque chose qui avait été tordu revenait enfin au centre. Sur la passerelle, l'homme en costume parla le premier. « Catherine de Villiers, dit-il, la voix précise, sans émotion. Je suis Julien de Saint-Clair, directeur de la conformité spéciale. Vous êtes placé en détention pour obstruction à la justice, intimidation de témoins et fausse déclaration financière en lien avec une affaire active de recouvrement d'actifs de l'État. » Catherine ricana. Vous transformez un verre de vin renversé en spectacle. Julien de Saint-Clair ne répondit pas au ton. Il tapa sur sa tablette une fois. Ce n'est pas à propos du vin, dit-il. Le vin a déclenché l'enregistrement. Il tourna l'écran vers elle. Horodatage, angle de caméra, drapeau de sécurité. Votre conduite a été enregistrée, continua-t-il. Parce que l'individu que vous avez ciblé est inscrit sous un registre de conformité protégé, l'incident a activé un protocole d'escalade automatique. Le souffle de Catherine se bloqua. Protégé ? Ce n'est pas classifié. Julien finit calmement. Juste incommode. Son téléphone vibra. 1 fois, 2 fois, encore. Elle l'ignora. Julien continua. À l'heure actuelle, vos actifs domestiques et offshore restants ont été gelés en attente de saisie. C'est impossible, claqua Catherine. Vous avez besoin d'un juge. Déjà signé, dit Julien. Autorisation d'urgence. Il fit défiler. Holdings Rive Droite, Fiducie Valencia, 7 coquilles subsidiaires,
toute gelée. La couleur de Catherine se vida. Vous ne comprenez pas, dit-elle rapidement. Ces entreprises emploient des milliers de personnes. Oui, répondit Julien. Et de nouveaux administrateurs intérimaires ont déjà été installés pour prévenir d'autres dommages. Le gendarme à côté d'elle bougea légèrement, pas plus près, pas menaçant, juste assez pour lui rappeler qu'elle n'était plus aux commandes du rythme. À l'intérieur de la cabine, la chef de cabine annonça que le débarquement commencerait sous peu. Sa voix était revenue au neutre. Professionnelle, comme si le chaos n'avait jamais été autorisé à l'intérieur. Les passagers se levèrent, rassemblant leurs sacs dans des mouvements feutrés. Beaucoup jetèrent un coup d'œil vers le siège 1A, puis ailleurs. La honte avait remplacé la curiosité. Élodie resta assise jusqu'à ce que l'allée se vide. De retour sur la passerelle, Catherine regarda enfin son téléphone. Des emails inondaient l'écran. Avis d'action du Conseil, droit de vote suspendu, président intérimaire nommé. Sa main trembla. C'est illégal, chuchota TL. C'est procédural, corrigea Julien. Vos actions avec droit de vote ont été saisies. Le Conseil a agi en quelques minutes. La voix de Catherine monta, se brisant. J'ai bâti ce Conseil. Ils ont voté à l'unanimité, dit-il. Un silence suivit, plus lourd que des cris. Catherine déglutit difficilement. Ça ne tiendra pas. Je ferai appel. Julien hocha la tête une fois. Vous êtes la bienvenue pour le faire. Il tapa à nouveau. De plus, dit-il, vous avez été ajouté à un registre mondial d'exclusion aérienne en attente de l'issue des poursuites. Elle le fixa. Vous voulez dire que je ne peux monter à bord d'aucun avion commercial ou privé exploité par les transporteurs participants. Il dit, avec effet immédiat. Combien de temps? Exigea TL. Julien croisa son regard. Compte tenu de la nature des charges, possiblement à vie. Cela atterrit, non comme un outrage, mais comme un effacement. Élodie s'avança sur la passerelle alors, la lumière lavant son visage alors qu'elle franchissait le seuil. Elle s'arrêta à plusieurs mètres. Distance respectueuse, posture calme. Catherine la vit. La vit vraiment. Pas un symbole, pas un inconvénient. Une personne qui n'avait jamais élevé la voix et pourtant avait tout dénoué. Vous m'avez piégé, dit Catherine d'une voix rauque. C'était calculé. Élodie secoua doucement la tête. Je n'ai rien fait. C'est un mensonge, claqua Catherine faiblement. Élodie croisa son regard. Je suis resté là où on m'a dit de m'asseoir. La simplicité de cela coupa plus profondément que l'accusation. Les épaules de Catherine s'affaissèrent. Julien tendit un document. Vous serez transporté pour traitement. Un avocat sera commis. La caution sera déterminée. Les gendarmes s'approchèrent. Alors qu'il la guidait au loin, Catherine se tordit en arrière une dernière fois, les yeux brûlants. Vous pensez que le silence vous rend puissante? Siffla-t-elle à Élodie. Vous pensez que c'est une victoire? Élodie ne tressaillit pas. Le silence ne me rend pas puissante, dit-elle d'un ton égal. Il m'a juste empêché de devenir vous. Ils conduisirent Catherine dans le couloir. Ses talons résonnèrent une fois, deux fois, puis disparurent dans la machinerie de l'aéroport. Élodie expira lentement. La chef de cabine s'approcha. Mademoiselle Rochefort, un transport a été arrangé si vous souhaitez de l'intimité. Élodie secoua la tête. Ça va aller. Ils marchèrent ensemble dans le terminal. Au-delà du verre, les fourgons de presse s'alignaient déjà. Les caméras s'ajustaient. Les récits se formaient, mais Élodie ne se tourna pas vers eux. Elle suivit un couloir calme à la place. À l'intérieur, une fontaine à eau bourdonnait doucement. Élodie fit une pause, regardant l'arc propre de l'eau, stable et précis. Elle se rinça les mains, les sécha, et ajusta la manche qui avait été autrefois trempée de vin. La tâche était partie maintenant, ou du moins l'odeur s'estompait. Elle pensa à sa mère finissant un autre long service à la boulangerie, inconsciente que les systèmes avaient bougé pour sa fille. Elle pensa à la façon dont la justice s'annonce rarement. Elle corrige simplement ce qui était courbé. Quand la justice est faite, c'est une joie pour le juste, mais une terreur pour ceux qui font le mal. Proverbe 21h15.
Le verset ne semblait pas triomphant. Il semblait exact. Un téléphone vibra doucement dans sa poche. Vous êtes autorisé. Voyagez en sécurité. Élodie hocha la tête une fois à personne. Elle rejoignit la file d'embarquement pour son prochain vol. Aucune caméra ne la suivit. Aucun applaudissement n'attendit. Derrière elle, le privilège s'effondrait sous le poids des dossiers, des signatures et de la loi. Devant elle, la porte s'ouvrait. La justice avait déjà traversé la pièce, et elle était partie tranquillement. L'effondrement commença avant que la plupart des gens ne comprennent ce qui le regardait. Cela commença par un seul gros titre publié alors que la piste était encore chaude sous les pneus de l'avion. L'ex-milliardaire Catherine de Villiers détenue suite à une action de conformité de l'État. Pas d'adjectif, pas de spéculation, juste des faits. À l'intérieur du terminal de l'aéroport, les voyageurs continuaient de bouger, traînant des valises, vérifiant les portes, sirotant du café, inconscients que quelque chose de bien plus grand qu'un vol retardé venait d'être mis en mouvement. Mais dans les bureaux, les salles de conseil et les agences de régulation à travers le pays, les téléphones sonnaient déjà. Aux Holdings de Villiers, l'étage exécutif tomba dans un silence angoissant. Les assistants restaient figés derrière des bureaux en verre alors que les boîtes de réception étaient inondées d'avis juridiques. Des invitations de calendrier apparaissaient sans avertissement. Session d'urgence, présence obligatoire. La longue table de conférence au 39e étage se remplit de visages qui s'étaient autrefois penchés confortablement dans l'ombre de Catherine. Personne ne s'assit en bout de table. Le président par intérim s'éclaircit la gorge. Depuis ce matin, dit-il prudemment. Catherine de Villiers ne détient plus d'autorité de vote. Les mots atterrirent durement. Quelqu'un bougea sur son siège. Quelqu'un d'autre chuchota un juron sous son souffle. Le conseiller juridique parla ensuite. Ton clinique. Toutes les transactions approuvées sous la direction de Madame de Villiers au cours des 18 derniers mois sont maintenant soumises à un examen de l'État. Une main se leva. C'est presque tout. Oui, répondit le conseil. C'est le cas. Des écrans s'allumèrent autour de la pièce, des contrats signalés, des comptes gelés, des filiales placées sous administration indépendante, des noms apparurent à côté des avis de démission. Certains cadres se levèrent et partirent sans un mot, comprenant déjà ce que l'examen découvrirait. La pièce semblait plus petite. Ailleurs, au siège social de la compagnie aérienne, un règlement de compte séparé se déroulait. La directrice de la conformité se tenait devant une rangée de cadres qui semblaient soudain beaucoup plus vieux qu'ils ne l'étaient la veille. L'incident à bord du vol 417 a été escaladé, dit-elle d'un ton égal. Non pas à cause de la réaction publique, mais à cause de l'inaction enregistrée. Elle cliqua sur la télécommande. L'écran montra des images fixes de la cabine, le vin rouge en plein air, la jeune fille assise immobile, les visages regardants. Pas de commentaires, pas de son, juste des preuves. Nous avions des protocoles, continua la directrice. Et nous ne les avons pas activés assez vite. Le PDG se pencha en avant. À quoi faisons-nous face? Un examen de surveillance nationale, dit-elle. Et une réforme obligatoire. Elle changea la diapositive. Autorité immédiate, application de la tolérance zéro, licenciement pour défaut d'intervention. Ce n'est pas une question d'image, ajouta-t-elle. C'est une question de correction. Personne n'argumenta. Dehors, les fourgons de presse se multipliaient comme des fourmis autour d'une structure tombée. Les commentateurs débattaient de la responsabilité, du privilège, de la classe, du pouvoir. Certains essayaient de minimiser, d'autres exagéraient. Mais à l'intérieur des bureaux de régulation, il n'y avait pas de débat. Seulement le processus. À travers la ville, Catherine de Villiers était assise seule dans une salle de détention, ses bijoux retirés, son blazer plié soigneusement sur une chaise en métal qu'elle ne choisirait jamais. Le miroir au mur reflétait une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas, pâle, dépouillée de contexte, ordinaire. Son avocat arriva des heures plus tard, mallette lourde, expression gardée. Vous faites face à de multiples charges, dit-il. Fraude financière, obstruction, violation des droits civils. Catherine se recula, fixant le plafond. Les gens comme moi ne vont pas en prison. L'avocat hésita. Les gens comme vous, dit-il prudemment, ne laissent généralement pas de preuves aussi propres. Ce silence lui dit tout.
Pendant ce temps, Élodie Rochefort était déjà partie. Elle était assise sur un autre vol, siège près du hublot, classe économique cette fois. Non parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le choisissait. Son sac à dos reposait à ses pieds. Un livre de poche était ouvert sur ses genoux, non lu. Elle regardait les passagers embarqués. Personne ne la fixait. Personne ne chuchotait. Personne ne savait. Cet anonymat semblait mérité. Son téléphone vibra doucement. « Maman, tu as atterri ?» Élodie sourit faiblement et tapa en retour, presque à la maison. « Je vais bien. » Elle glissa le téléphone et regarda par le hublot alors que l'avion reculait. Derrière elle, le système continuait son travail. Dans l'après-midi, une autre vague de gros titres apparut. Des cadres de la compagnie aérienne démissionnaient après un examen, des actifs saisis redirigés vers un fonds de restitution, les transporteurs mondiaux adoptaient de nouveaux protocoles d'intervention contre les préjugés. L'argent bougeait, non pas dans les mains d'Élodie, mais vers l'extérieur. Des fonds de restitution ouverts. D'anciens employés recevaient des compensations en retard. Des procès autrefois enterrés sous l'intimidation juridique refaisaient surface. La justice ne semblait pas triomphante. Elle semblait méthodique. À l'intérieur de la compagnie aérienne, des sessions de formation commencèrent presque immédiatement. La chef de cabine du vol d'Élodie se tint devant une salle de nouvelles recrues des jours plus tard. Elle ne dramatisa pas l'histoire. Elle ne l'adoucit pas non plus. Elle décrivit le moment où la cabine devint silencieuse. Comment le silence peut soit protéger le mal, dit-elle, soit l'exposer. Elle fit une pause. Nous avons choisi trop tard, admit-elle, mais le système nous a corrigés. La salle écouta, non parce qu'elle exigeait l'attention, mais parce qu'il comprenait le coup de ne pas écouter. De retour à l'école d'Élodie, la vie reprit avec une étrange normalité. Devoirs, projets de groupe, bruit de couloir. Ses professeurs remarquèrent quelque chose de différent. Pas de la confiance exactement, mais de la stabilité, comme si elle avait appris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent que beaucoup plus tard. Une conseillère l'appela un après-midi. « J'ai entendu dire que tu étais impliqué dans quelque chose d'intense, » dit-elle doucement. Élodie hocha la tête une fois. « Veux-tu en parler ?» Élodie réfléchit un instant. « Je ne veux pas que ce soit ce qui me définit, » dit-elle. « Je veux juste continuer. » La conseillère sourit. « Ça semble sain. » Ailleurs, Catherine de Villiers regardait le monde continuer sans elle. Son nom devint un raccourci, non pour le pouvoir, mais pour la conséquence. Les invitations cessèrent d'arriver. D'anciens alliés publièrent des déclarations soigneusement formulées. Son visage disparut des magazines qui la célébraient autrefois. Ce qui la hantait le plus n'était pas la perte d'argent. C'était la réalisation qu'elle avait été défaite par quelqu'un qui n'avait jamais élevé la voix, quelqu'un qu'elle avait rejeté comme invisible. À l'aéroport des semaines plus tard, les changements étaient déjà visibles. Nouvelle signalisation, nouvelles annonces, nouvelle autorité donnée au personnel. Mais plus que cela, la conscience. Les gens regardaient plus attentivement maintenant, écoutaient différemment. Un après-midi, Élodie se tenait à un arrêt de bus près de son appartement. Sac à dos sur une épaule. Le ciel brûlait d'orange avec la lumière du soir. À proximité, une petite enfant luttait pour ouvrir une bouteille d'eau, tordant le bouchon jusqu'à ce que ses mains fassent mal. Élodie s'agenouilla sans réfléchir, desserra le bouchon et le rendit. L'enfant sourit. « Merci. » Élodie hocha la tête. « De rien. » Pas de caméra, pas de témoin, juste un petit acte porté vers l'avant. Le système s'était corrigé. Pas parfaitement, pas en permanence, mais assez pour laisser une marque. Assez pour prouver quelque chose de durable. Le pouvoir bâti sur le silence s'effondre toujours. Le pouvoir ancré dans la dignité n'a pas besoin de s'annoncer. L'aéroport semblait le même. Même mur de verre attrapant la lumière du matin. Mêmes annonces douces résonnant au-dessus. Même flux constant de gens bougeant avec but, impatience ou fatigue. Si vous ne saviez pas ce qui s'était passé des semaines plus tôt, vous ne devineriez jamais que cet endroit avait autrefois tenu un règlement de compte assez puissant pour démanteler un empire. Élodie Rochefort remarqua la familiarité immédiatement. Elle se tenait juste à l'intérieur des portes du terminal, respirant la faible odeur de café et de sol poli. Pendant un moment,
elle ne bougea pas. Elle laissa le souvenir passer à travers elle. Pas avec amertume, pas avec fierté, mais avec clarté. Elle était de retour là où cela avait commencé. Pas au siège 1 à cette fois, juste à une porte. Le temps avait adouci les bords tranchants de l'expérience, mais il n'avait pas effacé sa signification. Élodie était retournée à ses routines. École, corvée, études tard dans la nuit à la table haute de la cuisine pendant que sa mère somnolait sur le canapé après le travail. La vie avait continué comme elle le fait toujours. Mais quelque chose en elle s'était installé. Elle marcha vers la porte lentement, sans hâte. Son nom apparut sur l'écran d'embarquement parmi des douzaines d'autres. Ordinaire, banal. Cela semblait juste. Elle prit un siège près du hublot, regardant les avions circuler. Chacun bougeait avec une précision tranquille, guidé par des systèmes invisibles pour la plupart des passagers. Des lignes peintes sur le béton. Des signaux chronométrés parfaitement. Des règles qui existaient non pour contrôler les gens, mais pour les garder en sécurité. La justice, avait-elle appris, fonctionnait de la même manière. Elle n'était pas bruyante. Elle ne s'annonçait pas. Elle corrigeait simplement ce qui avait dérivé hors de l'alignement. À quelques sièges de là, un homme âgé luttait avec son bagage à main, les doigts raides alors qu'il essayait de l'ouvrir. Une jeune femme jeta un coup d'œil, hésita, puis regarda ailleurs. Élodie se leva. Elle traversa la courte distance et prit doucement le sac. Puis-je ? L'homme cligna des yeux de surprise, puis sourit. Merci. Elle ouvrit la fermeture éclair, mit le sac droit et recula. Bon voyage, dit-elle. L'homme hocha la tête, la gratitude adoucissant ses yeux. Vous aussi. Élodie retourna à son siège sans cérémonie. Personne n'applaudit. Personne ne filma. C'était le point. Elle jeta un coup d'œil au numéro de la porte à nouveau. Le même qu'avant. Jour différent, résultat différent. La symétrie semblait intentionnelle, même si personne d'autre ne le remarquait. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. Ma chérie, je suis fier de toi. Pas pour ce qui s'est passé, mais pour qui tu es. Élodie déglutit, l'émotion montant inopinément. Elle tapa en retour lentement. Maman, j'ai appris de toi. Elle glissa le téléphone dans sa poche et se recula, les yeux se fermant brièvement. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6h08. Le verset surgit doucement, non comme une instruction, mais comme une affirmation. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement. Elle n'avait pas prévu de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Elle était simplement restée assise. L'annonce d'embarquement vint et partit. Les gens s'alignèrent, déplaçant leur poids, faisant défiler leur téléphone, ajustant leur manteau. Élodie les rejoignit, attendant son tour. Quand elle atteignit le comptoir, l'agent de la porte sourit et scanna son passe. Bon vol, dit l'agent. Vous aussi, répondit Élodie. Elle s'avança sur la passerelle. À mi-chemin, elle fit une pause d'une fraction de seconde, reposant sa main légèrement sur la rampe. Pas par peur, pas par hésitation, par gratitude. Elle était reconnaissante que le système ait fonctionné non pas parfaitement, non pas rapidement, mais véritablement. Reconnaissante que le fardeau de la justice ne soit pas tombé sur ses épaules seules. Reconnaissante qu'elle n'ait pas eu besoin de devenir bruyante ou cruelle pour être entendue. Surtout, elle était reconnaissante que le moment ne l'ait pas endurci. À l'intérieur de la cabine, la lumière du soleil filtrait à travers les hublots, lavant les sièges. Élodie trouva sa place, rangea son sac et s'assit. Cette fois, elle n'était pas à l'avant. Elle n'avait pas besoin de l'être. Alors que les passagers s'installaient autour d'elle, la conversation bourdonnait doucement. Quelque part derrière elle, un enfant rit. Quelque part devant, une hôtesse rassurait un voyageur nerveux. La vie dans toute sa beauté ordinaire se déroulait. Élodie regarda par le hublot. La piste s'étirait devant, longue, ouverte, attendant. Elle pensa brièvement à Catherine de Villiers, non avec satisfaction, non avec colère, mais avec la compréhension sobre que le pouvoir non contrôlé s'effondre toujours sous son propre poids. Que la cruauté est bruyante parce qu'elle a peur.
Que le silence, lorsqu'il est ancré dans la vérité, peut être incassable. L'avion commença à bouger lentement au début, puis plus vite. Alors que les roues se soulevaient du sol, Élodie sentit une légèreté familière. Pas le frisson de l'évasion, mais le calme du mouvement vers l'avant. Elle n'était pas définie par ce qui lui avait été fait. Elle était définie par ce qu'elle avait refusé de devenir. Cette histoire n'est pas à propos d'un siège dans un avion. C'est à propos du siège que nous choisissons de prendre dans les moments d'injustice. Élodie n'a pas gagné parce qu'elle a crié plus fort. Elle n'a pas gagné parce qu'elle a humilié quelqu'un en retour. Elle a gagné parce qu'elle a eu confiance que la dignité ancrée dans la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. La leçon est simple mais pas facile. Vous n'avez pas à refléter la cruauté pour la surmonter. Vous n'avez pas à devenir bruyant pour être puissant. Et vous n'avez pas à abandonner vos valeurs pour voir la justice faite. La foi nous enseigne que la retenue n'est pas de la faiblesse. C'est de la discipline. Que le silence, lorsqu'il est guidé par la sagesse, peut durer plus longtemps que le bruit. Et que la justice, quand elle vient de l'ordre divin plutôt que de la rage humaine, restaure plus qu'elle ne détruit. Si vous lisez ceci et que vous vous êtes déjà senti petit dans un espace qui essayait de vous effacer, souvenez-vous de ceci. Restez assis. Restez stable. Restez vrai. Le système peut ne pas bouger immédiatement, mais la vérité est patiente et elle arrive toujours. Avez-vous déjà choisi la retenue quand vous auriez pu choisir la rage? Votre histoire compte.